Ma critique, avec et sans spoil, de la saison 2 de Vikings Valhalla, le sequel de Vikings. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, série, TV. Aujourd'hui, on va parler du coup de la saison 2 sortie tout fraîchement de Vikings Valhalla, qui se situe 100 ans après les événements de cette série légendaire, Vikings. Pour faire un petit parallèle avec la saison 1 de Vikings Valhalla, eh bien pour le coup j'avais beaucoup aimé. J'avais retrouvé cette ambiance de Vikings que je cherchais, à la fois ce mysticisme, ce côté un petit peu guerrier, mais également avec un aspect politique très très fort, de complot, bref, de ce qui fait notamment à cette époque-là le politique, c'est-à-dire le fait politique, la science de la cité, le meurtre, le complot, bref, pas grand-chose de très louable. La grande force de cette série, c'est également toujours d'introduire des personnages ayant véritablement existé et qui se démarquent par rapport à d'autres. Par exemple, les grands vainqueurs de la saison 1, ce sont notamment Emma d'Angleterre ou encore le roi Canute, qui sont, je trouve, extraordinaires et volent la tête d'affiche des autres dans la saison 1. Puis maintenant, point important, il y a cette confrontation évidente entre vikings païens et vikings récemment convertis au christianisme. Suite notamment à l'évangélisation qu'ont subi certains pays du Nord, ou tout simplement le fait d'avoir colonisé les terres du nord de l'Irlande ou encore du nord de l'Angleterre et donc de s'être mêlé à des populations chrétiennes. Bref, l'avantage de Vikings Valhalla la saison 1, c'était de nous faire explorer à nouveau le lore, entre guillemets, viking, au XIe siècle. Là pour le coup, la saison 2, c'est un petit peu mitigé. Ça n'est pas une grande réussite, mais ça n'est pas non plus un échec. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Je vais commencer d'abord par ce que j'ai particulièrement apprécié dans la saison 2 de Vikings Valhalla. Bon, on est complètement dans la recette de ce pourquoi Vikings avait marché, mais quand même un cran en dessous. On a toujours cette atmosphère un petit peu mystique, agrémentée d'une musique très très forte. On a toujours cette atmosphère si particulière, si mystique, si propre justement au paganisme, nordique notamment, qui fait que l'immersion, on peut la considérer facilement comme réussie. La musique, signée de Trevor Morris, joue pour beaucoup. Il nous avait déjà régalé avec la bande originale bien sûr de Vikings, mais également des Tudors, des Borgia ou encore de la série animée Castlevania sortie sur Netflix en 2017 je crois. Bref, vraiment un compositeur de talent. Donc on a toujours une très forte immersion dans ce milieu-là, qui a influencé ô combien la culture populaire, que ce soit les tatouages, les coupes de cheveux, les goûts musicaux, le retour du paganisme, de plus en plus de gens se convertissent à ce type de religion-là. Mais si vous n'êtes pas encore coutumier du fait Vikings Valhalla, vous le verrez, l'immersion est quand même un cran en dessous. Mais ça a le mérite de tabler sur une recette qui marche, et en plus de ça, eh bien la mayonnaise elle prend. Autre point fort de la série, de la saison 2 en l'occurrence, c'est qu'on a 4 histoires séparées. Géographiquement, vous allez beaucoup voyager et vous allez suivre individuellement des personnages qui sont tous liés collectivement par une même histoire. Ça pour le coup c'est très intéressant, ça a l'avantage de donner à cette série une dimension on va dire un peu plus supérieure à l'image de celle des plusieurs histoires que l'on suivait déjà dans Vikings, et notamment un petit peu dans Vikings Valhalla. Là c'est vraiment exacerbé et vous êtes quasiment, entre guillemets, aux 4 coins du globe. Je mets des guillemets parce qu'on reste quand même en Europe, faut pas déconner. L'autre grande force, et j'en ai un peu parlé en introduction, mais Vikings Valhalla, son grand point fort, c'est d'introduire le concept de viking chrétien récemment converti, et qui, du fait d'avoir poussé entre guillemets hors sol, est bien plus extrémiste que ses compagnons vikings païens, restés païens, donc restés aux sources de ce pourquoi ils sont vikings. Et ça pour le coup, je dis beaucoup pour le coup, c'est très intéressant. On a un conflit d'échelle de valeur de chacun. Certains, au nom du Christ, du coup, commettent des atrocités, mais sont un tout petit peu plus peut-être tournés en dérision que leurs camarades restés païens. Ça, c'est un des points négatifs que l'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais globalement, c'est très intéressant de voir ce conflit-là entre les nouveaux convertis et ceux qui sont restés païens. Comme je le disais pour la saison 1, le gros avantage également de la saison 2, c'est son lot de personnages. Ils sont inégaux bien évidemment, mais certains ressortent du lot et quasiment crèvent l'écran. Moi pour le coup j'ai 2 très grosses bonnes surprises de cette saison 2, c'est Emma d'Angleterre que je trouve incarnée à la perfection, et son acolyte, son conseiller, on le verra un petit peu, qui évolue énormément au fil de la série, Godwyn, ce politicien très bien avisé,
aux intentions un petit peu méconnues, ne serait-ce que pour les personnages avec qui il est en contact, que pour nous en tant que spectateurs. C'est quelqu'un qui est très difficilement cernable, et c'est ce qui le rend particulièrement redoutable en politique. Enfin, quatrième gros point fort, c'est ce que je le disais tout à l'heure, ça rejoint un petit peu cela, vu qu'on bouge beaucoup, on est complètement dans le côté viking explorateur. Les vikings sont avant tout des explorateurs, on leur doit énormément de conquêtes, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des explorateurs. Et là, pour le coup, on est vraiment dans cette quête-là de toujours aller plus loin, toujours aller plus haut. On est à la limite de Buzz l'éclair, mais à travers l'utilisation des bateaux sur la mer. Attention, petit point culture, le terme drakkar n'est intervenu qu'au 19e siècle lorsqu'on recommençait à faire des études sur les pays du Nord et notamment leurs composantes païennes. Drakkar n'a jamais été utilisé par les Vikings eux-mêmes. Bref, la saison 2 de Vikings c'est une réussite dans le sens où on retrouve ce pourquoi on a aimé Vikings et on a aimé la saison 1 de Valhalla. C'est-à-dire un tiers de complot, d'intrigues politiques, de ce qui fait véritablement la société féodale à cette époque-là, un tiers de sang, de guerre, de combat, bref, ce qui fait les Vikings des Vikings, et on va dire un tiers d'environnement, ce qu'il y a tout autour, que ce soit le mysticisme, les coutumes, les différentes cultures. Bref, on est vraiment dans une atmosphère qui est immersive, et ça c'est vraiment top. Malheureusement, cette saison 2, elle a pas mal de défauts et qui ne sont pas des moindres. Premier flop, entre guillemets, je trouve, c'est les histoires. Je disais, vous suivez 4 histoires dans cette série, dans cette saison 2. Elles sont inégales entre elles. Moi, il n'y en a que une et demie qui m'ont réellement botté. Celle se trouvant en Angleterre est redoutable d'intrigue, là où les autres sont un petit peu ennuyantes, téléphonées. Certaines ne sont carrément pas crédibles ou pas du tout exploitées. Je le disais également tout à l'heure, on a beaucoup de personnages avec certains qui se dégagent énormément, qui ont une certaine grandeur par rapport aux autres. A l'inverse, certains sont inexistants, que ce soit le rôle qui leur a été collé ou tout simplement l'acteur. Typiquement, Freydis, interprétée par Frida Gustafsson, je la trouve nulle. Mais vraiment, je l'ai trouvée nulle de A à Z. Elle n'inspire absolument pas l'espèce de Lagartha nouvelle génération qu'on essaie de nous vendre à travers Vikings Valhalla. Elle n'a absolument aucun charisme, le rôle n'est pas du tout fait pour elle, on s'attend à voir quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus imposant, avec une certaine aura pour justement guider, parce que c'est ça qu'on veut faire d'elle, c'est une meneuse, une guerrière, une leaduse d'hommes. Là, pas du tout. Le rôle est aux antipodes de ce qu'elle produit à l'écran et c'est extrêmement dommage, parce que ça pourrait être un des personnages les plus importants de la série. Et d'ailleurs, ça l'est, mais dans les faits, elle se fait très facilement voler la vedette. On a également d'autres personnages que vous retrouverez tout au long de la série, qui accompagneront certains de nos héros, des héros en tout cas de cette saison 2, qui sont plus ou moins ennuyeux. Ce sont des personnages secondaires, mais certains sont vraiment secondaires de chez secondaires, c'est-à-dire qu'on s'en fout, mais complètement. Pour ne pas dire qu'on pourra carrément parfois les trouver ridicules. Un des autres gros manques de cette saison 2, c'est l'absence réelle de dialogue, on va dire théologique, entre les deux factions, que ce soit les chrétiens ou les païens. C'était pour moi la grande force de Vikings, notamment la saison 2, lors des premiers, la saison 1 et vraiment saison 2, lors des grands discours, des grands dialogues entre Athelstan, notamment, et Ragnar. On avait véritablement, d'un côté comme de l'autre, quelqu'un en quête de sens. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on se retrouve juste avec la dimension guerrière de ce pourquoi ils sont vikings ou vikings chrétiens. On n'a pas assez creusé justement cette question de la conversion et on ne comprend pas trop pourquoi certains sont devenus chrétiens. À part porter une croix et dire Deus vult à tout va, ça ne rime pas à grand chose. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Et c'est ce qui contribue justement à cette perte d'immersion qu'on pourra retrouver et se retrouver finalement devant un film d'action un peu comme un autre. Il traite de vikings contre de vikings. Sauf que certains sont chrétiens et certains sont païens. Oui, bon. Bref, et c'est ce qui caractérise un petit peu de manière générale cette saison 2 de Valhalla, c'est ça manque un peu de passion, un peu de fougue, un peu de feu, de ce pourquoi on avait complètement adoré la série originelle Vikings. Où sont les grands discours de Ragnar, de Ivar, de Bjorn, même de Lagartha, qu'on adore absolument. Là, parfois, on se retrouve avec des acteurs qui nous offrent des répliques qui sont souvent bonnes. Ça, bien évidemment, le script est toujours bien choisi, mais ça manque effectivement un peu d'âme. On a parfois en face de nous une version un peu édulcorée de certains Vikings. Et c'est pourquoi on pourra regretter facilement les grands personnages qui ont fait le succès de la série originelle Vikings face à ceux-là qui sont un petit peu, parfois, en trop.
Bref, vous l'aurez compris, on se retrouve quand même avec une bonne partie de bonnes choses qui sont chouettes pour cette saison 2 de Valhalla, mais une autre partie qui rassemble en son sein énormément de défauts et qui cristallise un petit peu cette frustration que l'on a tout au long de la série à se dire ah, c'est quand même moins bien que la saison 1. Ce qui est dommage parce que la saison 1 était simple et là ils ont voulu justement peut-être trop complexifier en ajoutant beaucoup de personnages, en individualisant chacune de leurs histoires et se retrouver avec un petit peu trop de choses au lieu de se concentrer sur l'essentiel et nous fournir peut-être quelque chose de plus qualitatif et non pas quantitatif comme ça l'est dans cette saison 2 malheureusement. Bref, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la saison 2 de Valhalla, ou même si vous n'avez même pas vu Valhalla tout court, je vous invite à couper cette vidéo, je vais me centrer sur la partie un petit peu spoil, dénouement de cette aventure. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait un plaisir fou à la chaîne que de vous compter parmi ses membres. N'hésitez pas à me donner votre avis, quel qu'il soit, on est toujours là pour débattre. Donc à très bientôt à vous, et pour ceux qui ont envie de regarder la suite, on se retrouve après ça. Alors, il n'y a pas finalement grand chose à dire en termes de spoil sur cette série, on n'en apprend pas énormément. Il se passe des choses, mais ce ne sont pas non plus énormément des plot twists, on ne se retrouve pas avec de grandes révélations de série, peut-être une, mais que je ne trouve pas à la hauteur de ce pourquoi on a 8 épisodes dans une saison. Mais, quoi qu'il arrive, il y a du bon et du mauvais. Je vais quand même commencer par le bon, histoire de sauver un petit peu la baraque. Je le disais tout à l'heure, là je vais l'expliciter un petit peu plus parce qu'on est dans la partie spoil. Godwyn. J'adore ce personnage, c'est exactement ce pourquoi on aime détester un personnage. On n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à savoir s'il est véritablement coupable de ce pourquoi il est accusé, c'est-à-dire avoir tué sa femme pour justement espérer qu'elle soit remplacée par une femme de haut rang, la fille de Canute, de l'empereur Canute. On ne sait pas s'il est vraiment coupable, mais en aucun cas on serait étonné qu'il le soit. Il nous laisse dans une espèce d'incertitude qui est très réussie. À la fin de la saison, on ne sait toujours pas ce qu'il va advenir de lui. La reine n'est pas dupe, son mari, le roi Knut, on peut se demander s'il l'est. Il lui a quand même accordé la main de sa fille. Une deuxième chose qui m'a plu, mais que j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus au fond des choses, j'aime bien qu'on creuse à 100% quand on nous présente quelque chose à l'écran, c'est le contact entre les Vikings et les Pecheneg. Ces tribus d'origine turque qui se sont principalement, notamment implantées en Hongrie, en Hongrie. On aurait aimé les voir un petit peu plus à l'écran, plus crever l'écran. C'est quand même pas rien que d'introduire cette population-là face aux Vikings, et au final, ils deviennent un prétexte à une histoire secondaire d'un personnage secondaire, le frère du Khan, vous savez, celui qui a un bandeau, qui est aveugle. Bon, pourquoi pas, mais c'est dommage, on aurait aimé voir plus d'interactions entre ces deux populations-là. C'est dommage parce qu'on n'aura normalement aucune raison de les revoir durant la saison 3, puisque je ne crois pas qu'ils aient atteint à cette époque-là Constantinople. Enfin bref, tout ça pour dire quoi, c'est dommage de nous présenter une population avec un tel background historique et ne pas nous en dire plus qu'un simple épisode où on n'en apprend finalement pas grand-chose. Troisième gros point positif, c'est qu'on est assuré de voir Constantinople, Byzance, bientôt Istanbul, dans la saison 3 de Vikings Valhalla. Ça c'est extrêmement chouette. Pourquoi ? Parce que c'est quand même la capitale de l'Empire romain d'Orient. Présenter Constantinople en grande figure de la saison 3 de Vikings Valhalla, ça implique pour Harald de Sigurdsson d'y voir là comme un tremplin pour devenir plus tard, parce qu'il le deviendra, roi de Norvège. Entre temps, il va quand même devenir le chef des Varegs. Les Varegs, c'était cette troupe d'élite à proximité de l'empereur de Constantinople, recrutés principalement d'abord par les Vikings, puis ensuite parmi les populations anglo-saxonnes. C'était un petit peu, toute chose égale par ailleurs, l'équivalent des janissaires côté ottoman, entre guillemets, sans la castration. Bon, ça c'était pour les points positifs en termes de dénouement, de spoil de la série. Il y a quand même des choses qui m'ont déplu. Au premier plan, la figure de l'empereur romain d'Orient. Le chef de Constantinople, l'empereur de Constantinople, le Basileus, bon bah il ressemble à rien, il n'a aucun charisme, on ne le craint pas. Et puis en termes de scénario, c'est pas du tout crédible. À aucun moment, sa future femme, il ne la ferait transporter dans un tel rafio. Mais bon, c'est un personnage secondaire de chez secondaire qui intervient dans les dans les dernières 5 minutes, on va dire, de la série. Ça, ce n'est pas très intéressant. En revanche, un personnage qui a beaucoup trop d'importance dans cette série, mais qui ne fait pas le poids, j'en parlais tout à l'heure, Freydis.
c'est une occasion manquée à 200%. Elle pouvait incarner la destruction d'Uppsala et la reconstruction en étant la figure de proue, la grande prêtresse de la nouvelle Uppsala que voulaient les Jomsvikings. Elle a pas du tout les épaules pour ça, mais pas du tout. Malheureusement, elle fait partie de ces actrices qui ont été recrutées parmi des bataillons de mannequins et qui ne sont jamais passées par de véritables écoles d'art dramatique, de cinéma, de théâtre, et ça se ressent cruellement face à la caméra. On a beau la maquiller, on a beau la mettre dans un environnement totalement propice à l'immersion, malheureusement ça ne marche pas. Elle n'est pas crédible du tout. Pour illustrer mes propos, un moment qui est très simple, c'est lorsqu'elle a réussi le test pour devenir la garde rapprochée du Jarl de Kattegat. C'est nul. Quand elle hurle avec sa hache et son bouclier, en faisant 1m85 et 40 kg mouillés, je suis désolé mais c'est pas crédible du tout. Quand on passe de Lagartha, la grande idole justement féminine de Viking, à elle, Freydis Vikings Valhalla, on perd énormément en qualité et tout simplement on n'y croit pas. Deuxième point que je trouve pas très bien réussi, c'est la Bad Batch, entre guillemets, l'équipe de bras cassés un petit peu dont s'entoure Harald Sigurdsson pour se rendre à Constantinople. Bon, il y a 3 esclaves, dont l'une d'entre elles s'avère être la future promise du Basileus, de l'empereur de Constantinople, donc pourquoi pas, passons. Donc 2 esclaves, un esclavagiste, un organisateur de combats plus ou moins réglo, un aveugle. On comprend très bien le message en fait qu'il y a autour de cette équipe, c'est que parmi les moins bons en fait il va réussir quelque chose d'extraordinaire puisqu'il va quand même réussir à rallier Constantinople, notamment rencontrer l'empereur, mais je trouve ça pas forcément très crédible. Et il y a ô combien de scènes où ils auraient dû juste normalement se faire trucider la tronche et ça aurait dû être terminé pour eux. Mais bon, le hasard du scénariste fait que, bizarrement, ils ont réussi à s'en sortir. Troisième élément un petit peu décevant, c'est le caméo de Milla Jovovich. Bon, c'est un peu dommage parce que du coup c'est une très bonne actrice, mais elle joue le rôle d'un personnage secondaire de chez Secondaire, la femme de l'empereur, du roi Knut, mais également de l'empereur au regard des pays qu'il a conquis, et se fait avoir plusieurs fois sur des coups simples en politique et n'apporte pas grand chose à la série. C'est dommage parce que c'est une grande actrice, mais le rôle qu'on lui a donné n'est pas du tout à sa hauteur. Quatrième élément de dénouement notamment de la série, c'est le retour de Knut juste à la fin comme un cheveu sur la soupe. Il s'est passé énormément de choses, lui il revient en Angleterre, il salue sa femme, puis c'est un peu un cheveu sur la soupe, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est dommage parce qu'on aurait aimé justement le voir dans ses conquêtes en Norvège. Le personnage que l'on suit quasiment du début à la fin de la saison 1 pour le voir arriver sur le trône d'Angleterre à la fin, et bien là se retrouve un petit peu absent de cette saison 2. C'est dommage parce qu'en plus d'être un bon acteur, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant et les deux ensemble donnent un résultat qui est super. Bref, vous l'aurez compris, cette saison 2 elle est un petit peu en dents de scie. On a des choses qui sont très positives, on en a d'autres qui sont plutôt négatives, voire carrément un peu ridicules. Ce qui est dommage parce qu'on avait une saison 1 que je trouvais quand même particulièrement réussie. Il y a eu beaucoup de bashing autour de cette série-là, notamment parce qu'on ne retrouve pas les grandes icônes de la série Viking, c'est normal, c'est un challenge, c'est un gros défi pour cette série que d'arriver après cette série mondialement connue avec des acteurs phares. On n'a plus Floki, on n'a plus Ragnar, on n'a plus ses fils, on n'a plus Lagartha, c'est comme ça. Mais ils ont décidé de faire un sequel et pour le coup, la saison 1, je l'ai quand même trouvée forte, redoutable, avec des résultats plutôt honorables par rapport à l'héritage qu'elle doit se taper. C'est dur, c'est pas facile pour elle. Malheureusement là, pour le coup, sa petite sœur, on va dire, la saison 2, c'est, comme je le disais, c'est vraiment en dents de scie. Bref, ça ne nous empêchera pas pour le coup de quand même attendre avec impatience la saison 3 de Vikings Valhalla qui se déroulera dans cette illustre cité, ce monde lumière qui est Constantinople au XIe siècle. En attendant, moi je vous donne rendez-vous très rapidement, normalement, Inch'Allah, pour The Last of Us, critique série que j'attends énormément. Comme d'habitude, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, faites vivre la chaîne. Donnez votre avis en commentaire et sinon portez-vous bien. Et à très bientôt. Salut les Watchers.